Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Mais tout d'abord, le sommaire. Dans l'actualité ce soir, l'administration parlementaire vient de tenir sa toute première assemblée générale. De grandes réformes sont annoncées pour améliorer les conditions de vie et de travail des élus du peuple. Et puis ce soir, dans le reportage grand format, nous amène au cœur du développement énergétique de la Guinée. De nombreuses villes sont aujourd'hui illuminées. Les barrages de Kalita Swapiti constituent des exemples concrets de l'engagement du chef de l'État à sortir la Guinée de l'obscurité. Enfin, nous irons à Mamou avec cette nouvelle revue annuelle 2020 des programmes du système des Nations Unies dans la région. La rencontre a permis de faire le bilan des opérations à mi-parcours. Les faiblesses ont été identifiées et des pistes de solutions envisagées pour l'année 2021. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Mais tout d'abord, ce communiqué. Dans le cadre de la cérémonie officielle d'investiture de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Conakry à partir du lundi 14 décembre 2020. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 13h à l'aéroport international de Conakry. Les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les conseillers membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées, de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur le directeur général de la police nationale, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 13 décembre 2020, Mamadi Senkunkaba, ambassadeur, directeur du protocole d'État. Comme annoncé dans les titres, l'administration parlementaire vient de tenir sa toute première assemblée générale. Une occasion pour le personnel de louer les efforts de la nouvelle équipe. Le président du législatif guinéen a saisi l'opportunité pour annoncer de nouvelles réformes. Des réformes qui devraient contribuer à améliorer les conditions de vie et de travail des élus du peuple. Abdoulaye Ninguelan Diallo. C'est la toute première assemblée générale de l'administration parlementaire depuis la mise en place de la 9e législature en avril 2020. Elle offre l'opportunité aux travailleurs d'être en contact avec les responsables de l'institution et d'exprimer leurs préoccupations. On vient de noter au pied de la lettre des actes majeurs visibles à votre actif juste en un temps record, en faveur de l'amélioration substantielle des conditions et cadres de travail, ainsi que celui de vie des travailleurs de l'administration parlementaire. La digitalisation de l'institution, la modernisation et la rénovation des locaux sont parmi les motifs de satisfaction des agents et cadres de l'administration parlementaire. D'autres réformes sont annoncées par l'honorable Amadou Damaro Camara pour corriger les imperfections. Le personnel parlementaire n'a ni échelon, ni grade, ni avancement, ce qui n'est pas normal. On a fait 8 directions, 3 divisions au maximum par direction et 3 sections au maximum par division. Ensuite, nous allons nous baser essentiellement sur la formation, tant ici qu'en dehors de la Guinée. Nous allons nous investir dans ce domaine. À toutes ces initiatives s'ajoute
le projet d'inscription à la Caisse nationale de sécurité sociale de tous les travailleurs de l'Assemblée nationale. Déjà, plus de 12 milliards de francs guinéens sont engagés pour assurer cette couverture. Le chef du gouvernement a reçu en audience le chargé des affaires à l'ambassade des Émirats arabes unis en Guinée. L'entretien entre les deux personnalités a porté essentiellement sur le renforcement de l'axe de coopération entre Conakry et Abu Dhabi. À sa sortie d'audience, le diplomate émirati s'est prêté aux questions du bureau de presse de la primature. On a discuté deux grands projets. Le premier projet était l'organisation de la deuxième session de la commission mixte entre l'État des Émirats arabes unis et la République de Guinée. Ensuite, on a discuté le projet de l'eau de Grand Conakry. Je félicite le président de la République de Guinée, son Excellence professeur Alpha Condé, pour sa réélection à la présidence de la République de Guinée. Je lui souhaite plein de succès dans ses fonctions et plus de progrès aussi et prospérité pour le peuple de Guinée. À présent, cet appel de la première dame au calme et à la sérénité dans la cité à 48 heures de l'investiture du chef de l'État, Hadja Djené Kondé, invite la couche féminine à jouer pleinement sa partition dans l'apaisement au sein des familles et communautés. Elle est au micro de Diamo Kaba. Chères femmes de Guinée, mes sœurs, le courage, la tolérance, l'espoir, l'avenir, la paix, la solidarité, autant de mots, de valeurs qui résonnent plus que jamais dans nos esprits et dans nos cœurs. Le courage des femmes de Guinée de continuer, de changer, de s'engager pour la cohésion sociale et la paix est un grand héritage que nous ont légué nos dévanciers tels que Mbalia Camara, Mafuri Bangoura, Jeanne-Martin Cissé et tant d'autres. À la veille de l'investiture du président de la République, je vous adresse ce message pour vous encourager, vous remercier de votre accompagnement durant les campagnes électorales et surtout pour vous féliciter de votre maturité pendant et après les élections. Je vous exhorte à réapprendre à vivre ensemble, à s'accepter, à se pardonner et à s'aimer, car notre cher pays a toujours été un havre de paix. Nous savons que les élections jouent un rôle important dans les processus de paix. Leur objectif est de permettre aux citoyens de choisir librement leurs représentants politiques et d'allouer le pouvoir de manière pacifique. Je m'engage auprès de mon époux dans la réalisation de tous les projets porteurs et bénéfiques pour le bien-être de la population, dans le but de créer un climat de paix et de concorde entre tous les Guinéens sans aucune distinction. Les femmes de Guinée ont toujours été à l'avant-garde du combat pour la paix. En ma qualité d'épouse du chef de l'État, je vous demande en tant qu'épouse d'user de notre amour pour nos enfants, nos époux, nos frères, en leur demandant d'accepter de se mettre ensemble pour une Guinée prospère, mais surtout paisible. Dans le reste de l'actualité, les MIFA et MCD bénéficient désormais de l'appui de la Banque africaine de développement, plus de PNUD. C'est une des grandes annonces de l'Assemblée annuelle de la Fédération des mutuelles qui vient de s'achever à Conakry. La mise en place des MIFA et MCD est une initiative présidentielle qui vise l'autonomisation des jeunes et femmes de Guinée. Explication, Tcharonos Mandialo, Amarako Bassouma. Les débats ont été houleux. Au peigne fin ont été passés les acquis obtenus et difficultés enregistrées au niveau des MUFA et MC2 au cours de ces 5 dernières années. Tous sont unanimes, l'engouement à travers le pays est réel et l'impact de ces mutuelles bien ressenti. Avant, les gens n'avaient pas la culture de l'épargne. Et tu peux voir même quelqu'un qui fait un chat ou une femme qui fait un chat, elle bouffe le riz en herbe, c'est-à-dire les usuriers leur donnent de l'argent. Elles font tous les travaux. Au bout du rouleau, quand on retourne la production à l'usurier, celle qui a fait le travail même n'a rien. Donc ça ne faisait que les enfoncer dans la pauvreté.
Mais avec l'avènement de la MC2, ça fait qu'ils ont accès aux petits prêts pour sauvegarder leur production. Avec plus d'1 million de mutualistes repartis entre 136 unités à travers le pays, le besoin en financement et de crédit devient sans cesse grandissant. Après le PNUD, c'est la BAD qui annonce un important soutien à l'initiative à travers son programme dénommé AFAWA. Il a été décidé de mettre en place cette initiative qu'on appelle communément AFAWA, dont l'objectif principal c'est de combler le déficit de financement pour les femmes en Afrique. Comment on s'y prend? On met un accent sur le financement à partir des lignes de crédit et des appuis aux différentes structures. Et c'est dans ce cadre qu'on aura un partenariat avec Afriland First Bank pour doubler l'action d'Afriland First Bank auprès de MUFA. Les MUFA et MC2 sont la résultante d'une vision présidentielle, jusque-là accompagnée par Afriland First Bank et le gouvernement. Il est important d'assurer l'investissement dans l'autonomisation économique des femmes. C'est l'une des voies les plus sûres vers l'égalité des sexes, qui favorise aussi l'éradication de la pauvreté et surtout assure la croissance économique inclusive. Au terme de cette assemblée annuelle, un fonds de solidarité a été mis en place et sera alimenté progressivement, y compris par les bonnes volontés. Bientôt un forum d'affaires en Guinée prévu en 2021. L'événement sera piloté par le gouvernement à travers l'agence de promotion des investissements privés. Les organisateurs de ce forum étaient face à la presse pour expliquer les enjeux liés à ce rendez-vous de Conakry. Mohamed Lamine Kamara. À l'orée de 2021, l'agence de promotion des investissements privés multiplie d'ores et déjà des initiatives pour faire de la Guinée un nouveau centre d'affaires. Le mois de février prochain, l'APIP compte organiser le forum d'investissement en Guinée GIF. Ce rendez-vous de Conakry regroupera les hommes d'affaires nationaux et étrangers. Pour faire comprendre les enjeux de ce forum, les autorités en charge des investissements en Guinée rencontrent la presse. Le GIF est la résultante aussi d'un besoin qui est là. Nous partons avec notre cercle privé à l'étranger et même cela aussi peut constituer à une déperdition même de nos devises, parce qu'à chaque fois ça coûte cher, il faut voyager. Donc ce que nous cherchons, c'est que le monde des affaires vienne en Guinée. Cette fois-ci, nous avons innové grâce au travail qui a été fait par l'agence de promotion des investissements privés pour le rendre beaucoup plus transactionnel. C'est-à-dire qu'il va y avoir des projets concrets qui vont être proposés et qui vont être financés. Plusieurs autres projets sont ciblés pour agrémenter le déroulement de cet espace d'échange. La Banque africaine de développement et la Société financière internationale accompagnent l'initiative. Le groupe de la Banque africaine de développement est aux côtés du GIF, le Guinea Investment Forum, pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est d'apporter un appui technique et financier et aussi soutenir cette belle expérience. La Guinée est le deuxième pays à bénéficier de tel accompagnement de la part de la BAD après l'Égypte en termes d'organisation d'événements de ce genre. Ce forum d'investissement permettra aux autorités de pouvoir générer des ressources susceptibles de booster le pays vers l'émergence. Ce soir, le reportage grand format nous amène au cœur du développement énergétique de la Guinée. Les changements opérés dans le domaine sont énormes. De Conakry à l'intérieur du pays, de nombreuses villes sont aujourd'hui illuminées. Les barrages de Kaleta Soapiti constituent des exemples concrets de l'engagement du chef de l'État à sortir la Guinée de l'obscurité et accélérer son développement national sous-régional à travers les projets d'interconnexion en cours. Nabi Kamara, Mamadou Alpha Baldé. En accédant à la magistrature suprême le 21 décembre 2010, le président Alpha Condé avait un seul credo, le développement harmonieux et équilibré de la Guinée. Pour arriver à cette fin, il s'est dit que l'énergie électrique était indispensable. Les projets d'aménagement hydroélectrique de Kaleta, Soapiti et Amaria ont été lancés justement pour répondre à cette préoccupation du chef de l'État.
cela est sûr. On l'a tout le temps dit, l'alpha et l'oméga de l'énergie, n'est-ce pas, du développement sur l'énergie. Il se trouve que nous sommes un pays potentiellement très riche, un pays minier, un pays qui a assez d'atouts, mais nous ne pouvions pas avancer parce que nous n'avons pas d'énergie. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, que le président Alpha Condé ait réussi, n'est-ce pas, à construire Kaleta, Soapiti, Amaria qui vient, d'autres, bien d'autres qui vont suivre, ça va nous placer dans une position idéale pour maîtriser notre propre développement. Ça va attirer les investisseurs chez nous parce qu'il y a l'énergie et puis la qualité de vie, le mieux-être de Guinéens aussi. L'aménagement hydroélectrique du fleuve Conkré a été une préoccupation première de l'administration coloniale française dans le but de la réalisation de l'industrie extractive de la bauxite du plateau du Sombori. C'est l'arrivée du président Alpha Condé qui a transformé le rêve Kaleta et Soapiti en réalité barrage hydroélectrique. Parallèlement à la construction de ces centrales électriques, le gouvernement investit dans la réalisation des infrastructures de transport et de distribution du courant dans les foyers et dans les industries. Dans ce cadre, les travaux de 4 lignes ont été lancés, dont celle de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG. Ça devait être réalisé dans le cadre de l'OMVG, mais à l'avènement de son Excellence, M. le Président Alpha Condé au pouvoir, la magistrature suprême, il a décidé de construire sur les fonds propres de la Guinée l'aménagement de Kaleta, tout en gardant son caractère régional, d'intérêt régional. Et c'est pourquoi il a décidé que les 30% du productif de Kaleta soient cédés aux 3 autres pays membres de l'OMVG, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Mais pour que ces 30% du productif de Kaleta et maintenant ceux de Soapiti arrivent à ces pays, il faut absolument cette ligne d'interconnexion. Donc, et le tronçon Linsan Kaleta Bokeh permet d'évacuer l'énergie non seulement de Kaleta Soapiti vers nos sociétés minières, mais aussi d'évacuer à partir du poste de Bokeh l'énergie vers la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. Nous sommes rassurés de savoir que les travaux sont en cours, que les entreprises sont motivées. Ils sont à un taux d'exécution satisfaisant qui nous permet d'affirmer qu'ils vont être dans le délai de fin 2021 qui va soulager la population en termes d'électrification, mais aussi les sociétés minières qui évoluent dans la zone de Bokeh. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes au niveau de ces sociétés aussi pour avoir une énergie à moindre coût. A signaler que c'est le 4 décembre dernier que les travaux de montage des pylônes de la ligne d'interconnexion Kaleta-Fria-Bokeh ont été lancés. Ils seront exécutés par l'entreprise chinoise SUMEC. Société qui dispose de riches expériences sur les interconnexions du projet. On va organiser des équipements et des experts très excellents pour engager ce projet, pour faire les études profondes. Et c'est pourquoi pour obtenir ce résultat comme ça. Pour étancher sa soif de voir la Guinée, le marché électrique de l'Afrique de l'Ouest, le président Alpha Condé est en train de développer d'autres projets comme FOMI, Kogbedo Franconedo, Keno et autres Kakara. Dans l'actualité également, c'est un document qui doit permettre désormais aux autorités d'évaluer les tendances relatives au trafic maritime et au commerce international. Il vient d'être validé à Conakry. C'est une conception du Conseil national des chargeurs de Guinée. Mikini Moussa Kamara, Kadiatou Kaba. Considéré comme le nerf du commerce extérieur, le transport maritime joue un rôle crucial dans le développement économique et social d'un pays. Pour une visibilité de ce secteur stratégique, les responsables du Conseil guinéen viennent d'éditer un bulletin d'information dénommé « Cahier statistique du trafic maritime et du commerce extérieur ». Ce bulletin permet, pendant un temps donné, d'orienter les autorités guinéennes, d'informer les autorités sur le flux de marchandises sur le territoire guinéen du point de vue transport maritime. Ce cahier statistique est un document qui regroupe toutes les données sur le trafic maritime et du commerce extérieur. On l'appelle communément banque de données.
Donc ça regroupe tous les indicateurs qui sont liés sur le trafic maritime et du commerce extérieur en vue de viabiliser le transport maritime. Ce bulletin révèle que l'évolution du trafic des marchandises guinéennes à l'exportation de 2015 à 2018 a enregistré plus de 18 millions de tonnes, dont 16 millions pour les produits métallurgiques et 5 000 tonnes pour les produits de l'industrie. La validation d'un bulletin de statistique de chargeurs ou bien cahier de statistique de chargeurs est un grand pas. Ça vient combler un vide. Cela montre que les réformes qu'ils sont en train de prendre commencent à porter fruit. Concernant le trafic des marchandises à l'importation par type de conditionnement de 2015 à 2018, il a enregistré un total de 28 millions de tonnes, avec 9 millions de tonnes pour les produits alimentaires et 4 millions de tonnes pour les produits d'origine végétale. Pour le système des Nations Unies, l'heure est à la revue annuelle 2020. Dans la région de Mamou, la rencontre a permis de présenter les acquis à relever dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan opérationnel. Les faiblesses ont été aussi identifiées, des pistes de solutions envisagées pour l'année 2021. RTG Mamou, Mamadou Pati-Baldé. Mamou Ville Carrefour accueille la revue annuelle du plan de travail 2018-2020 du système des Nations Unies. Les experts onusiens, les autorités locales et les cadres régionaux et préfectoraux étaient réunis pour faire le bilan des activités réalisées en 2020, identifier les contraintes et envisager des solutions pour les années à venir. Les résultats importants ont été obtenus, notamment dans le domaine de la santé. La couverture vaccinale a été élargie dans une bonne partie de nos zones d'intervention. L'accès à l'éducation aussi, malgré la fermeture des classes à cause de la crise sanitaire, le système des Nations Unies a appuyé les élèves dans les zones qui ne disposaient pas de moyens techniques pour suivre les cours en ligne qui ont été conçus par le ministère de l'Éducation. Donc le système des Nations Unies a appuyé ces élèves à pouvoir accéder à ces cours-là, donc de ne pas perdre l'année à cause de la crise sanitaire. Au cours de l'exercice 2020, en plus des activités menées sur le terrain, notamment la contribution des partenaires sur la mise en œuvre du PNDS et les ODD, le gouvernement guinéen et le système des Nations Unies ont orienté l'essentiel des interventions dans la riposte contre l'épidémie de la Covid-19. Et j'espère qu'au sortir de cette grande réunion, qui a regroupé tous les acteurs de la couche socio-professionnelle et tous les cadres techniques, on a tiré de très bonnes leçons. On va corriger le tir et j'espère que l'année prochaine, les activités seront plus ou moins exécutées. Pour les autorités locales, cette revue annuelle démontre à suffisance l'engagement des agences du système des Nations Unies à accompagner le gouvernement guinéen dans son processus de développement socio-économique prôné par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. L'assise d'aujourd'hui a été précédée par des missions de terrain au cours desquelles on a fait parler les bénéficiaires, les populations, pour qu'elles expriment elles-mêmes l'impact de l'appui de nos partenaires là sur le terrain. En 2021, les agences du système des Nations Unies et le gouvernement guinéen comptent améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables pour leur accès à des services sociaux de base et promouvoir le développement des ressources humaines ainsi que la réalisation d'infrastructures. Toujours en région, mais cette fois-ci du côté de Farana, où les notions de bonnes pratiques agricoles sont enseignées aux jeunes entrepreneurs. L'initiative du programme intégral du ministère de l'Agriculture avec un appui de l'Union européenne. Le but est de permettre aux jeunes d'acquérir de nouvelles techniques agricoles. Les images de Silati Kourouma sont commentées par Moussa Bangoura. Le programme intégral relance ses activités de formation dans les régions du pays. À Farana, ils sont une cinquantaine de jeunes formés en technique de séchage des produits agroalimentaires, emballage, conditionnement, qualité des produits et accès au financement. L'autre attente, c'est que je pourrais dire la plus importante, c'est que les jeunes créent au niveau de la Guinée des opportunités de création d'emplois au lieu d'aller donc vers la mer et aller chercher de l'argent alors qu'on peut tout gagner ici en Guinée.
Donc ça c'est l'une des attentes les plus attendues au terme de cet atelier. L'idée est de renforcer les capacités des jeunes producteurs en vue de les rendre autonomes à travers la maîtrise des techniques agricoles innovantes. Grâce à eux, on a appris de nouvelles astuces. On a appris comment faire du jus, de la confiture, surtout avec des outils. Parce qu'avant, peut-être on en avait fait, mais pas avec des outils. Et grâce à eux, on a découvert les matériaux avec lesquels on peut faire du jus. Donc, grand merci à eux. Je conseille aux jeunes de bien suivre cette formation afin d'acquérir des connaissances qui pourront leur permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs visés. Pour ce programme, plus de 15 000 jeunes entrepreneurs agricoles seront accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique de création d'emplois. Le programme Intégra et le ministère de l'Agriculture pilotent ces activités avec un accompagnement de l'Union européenne et du Centre du commerce international. À Conakry, après la publication de son film de Hué sur la migration irrégulière, Elisabeth continue à sensibiliser les jeunes tentés par ce voyage de tous les dangers de la blouson de Kaloum. La réalisatrice s'est rendue dans quelques écoles pour débattre de cette problématique. Komara Moussa. Que ça ne se répète plus jamais. Je suis désolé de t'avoir crié dessus. Je suis désolé de t'avoir... Ces images sont extraits d'un film de 40 minutes intitulé Déoué, le chemin en français. Sa réalisatrice Elisabeth Loa retrace la vie d'un jeune diplômé en gestion qui, en dépit des multiples stages dans les services, n'a pas vu sa situation financière s'améliorer. Désespéré et tenté par le chemin périlleux de l'Europe, il sera dissuadé par son ami qui lui propose d'autres voies de réussite sans se jeter à la mer. Ce film veut simplement dire qu'avant de décider de prendre ce genre de route, ce genre de chemin, de way, il faut penser à toutes les options. Il faut mesurer toutes les possibilités. Parce que ce soit ici ou à New York ou à Paris, si tu ne travailles pas, tu deviendras un SDF. Si tu ne travailles pas, tu perdras ta dignité. Il n'y a pas un endroit où on ramasse l'or par terre. Par contre, ici, on est assis sur l'or. C'est-à-dire que la Guinée est un pays quasiment vierge. Aucun domaine n'est vraiment exploité profondément. Du coup, il suffit juste d'un peu de volonté. Le contenu du film est interpellant et conscientise déjà certains élèves de cette école qui constitue la première étape de la caravane. Je trouve que l'immigration clandestine, c'est vraiment dangereux. Il ne faut pas suivre ce chemin-là. Il y a beaucoup de chemins pour parvenir à la réussite et bien fonder son avenir en Guinée. Après cette école, nous voici au lycée Matam. Ici, le film est projeté devant plus de 300 élèves environ. Il accroche et séduit même des personnalités à l'image du directeur général de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel qui promet d'accompagner la réalisatrice dans la vulgarisation du film dans toutes les écoles du pays. Ce film est différent. Isabelle a abordé le sujet d'une manière qui m'a plu et c'est pour ça que, en tant que directeur de l'ONFP, j'ai été accroché et j'ai décidé, en mon âme et conscience, d'accompagner Déoué dans sa promotion. L'objectif de l'initiatrice est de sensibiliser les jeunes, souvent tentés par l'immigration irrégulière. Enfin, investiture du chef de l'État, jour J-2, à 48 heures donc de cet événement majeur. Le ministre d'État Bakar Silla, porte-parole de la commission d'organisation de l'investiture du président de la République, revient dans cette édition sur les dispositions prises du point de vue sanitaire et sécuritaire pour une investiture réussie. On l'écoute. Chers concitoyens, comme vous le savez, le peuple de Guinée s'achemine résolument vers la date du 15 décembre 2020 qui va connaître la prestation du serment de M. le Président de la République qui va inaugurer ainsi le premier mandat de la 4e République. Il s'agit donc d'un événement de portée historique et les Guinéens veulent que son organisation
reste mémorable. C'est pour cette raison qu'il a été constitué une commission nationale pour organiser cette investiture de Monsieur le Président de la République. Une commission nationale présidée par Monsieur le ministre d'État, chargé des affaires présidentielles et qui comprend en tout 35 membres structurés en 7 sous-commissions. Cette commission nationale d'investiture s'est retrouvée au cours de 6 réunions pour discuter des modalités d'organisation de ce grand événement. Et nous avons retenu les dispositions suivantes. Pour ce qui concerne la réception et le protocole, nous sommes heureux d'informer le peuple de Guinée que pas moins de 31 délégations étrangères se sont annoncées pour participer à ce grand événement. Et rien que pour les présidents de la République ou les chefs de l'État, nous avons 12 qui sont déjà annoncés. Nous avons un président de Parlement. Nous avons également 2 vice-présidents. Nous avons aussi 3 premiers ministres, sans parler donc des ministres des Affaires étrangères, des ministres d'État de beaucoup de pays, dont des pays africains, des pays asiatiques et des pays européens. Je crois que ceci déjà exprime aux yeux du monde entier toute la notoriété de notre pays. Pour ce qui concerne la réception des hôtes et leur hébergement, toutes les dispositions ont là aussi été prises. Depuis l'aéroport, où nous avons prévu une réception qui ne mette pas en péril la santé des participants à ces manifestations, car ne l'oublions pas, toute cette organisation se fait sur le fond d'une crise pandémique qui fait que nous devons donc observer un minimum de sobriété et ne pas laisser libre cours à tout notre enthousiasme parce que nous ne respecterions pas dans ces conditions les gestes barrières qui sont préconisés pour canaliser donc la propagation de l'épidémie à la Covid-19. Donc à l'aéroport, il est prévu un dispositif réduit, il est prévu également un regroupement et certaines manifestations sous le respect strict des mesures barrières. Les autres, une fois à l'aéroport, sont donc acheminés directement vers les lieux d'hébergement. C'est le lieu là aussi de se féliciter. Car République de Guinée aujourd'hui, nous disposons de capacités d'hébergement extrêmement élevées, et ce qui nous fait dire que le président de la République a été très bien inspiré de mettre l'accent sur la construction des réceptifs hôteliers de manière à permettre à notre pays d'accueillir les plus grands événements mondiaux à l'image de cet événement que nous allons vivre le 15 décembre prochain. Je voudrais également, pour terminer, dire que cet événement est un événement exceptionnel. Nous allons inaugurer une nouvelle ère pour notre pays. C'est la 4e République. Une 4e République qui signifie aussi une amélioration significative de la gouvernance de notre pays. Une lutte plus acharnée contre les fléaux qui gangrènent notre société et qui ont pour nom corruption, communautarisme, injustice sociale, de manière à ce que notre pays connaisse des lendemains meilleurs à l'issue de cette investiture. Et après donc, Monsieur le Président de la République, qui l'a annoncé d'ailleurs lui-même, prenne les rênes de ce pays et nous amène vers des lendemains encore meilleurs. L'intégralité de cette communication du porte-parole de la commission d'organisation de l'investiture du chef de l'État, c'est juste après cette édition d'information. Voilà, c'était tout pour les infos. Cadrage, il y avait Ibrahim Assouri Sané, Morla Issouma et Yaya Silla. Grand était le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. À bientôt, Inch'Allah.